Françoise, je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir dans Portrait de main. Bonjour Laurie. J'ai été ravie de te découvrir un petit peu en coulisses et donc c'était vraiment important aujourd'hui de te mettre en lumière. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais? Alors oui, je vais essayer de te le dire en quelques mots, mais c'est toujours un petit peu, tu vas comprendre pourquoi, un petit peu difficile de dire en quelques mots. Mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Pour une fois, c'est moi qui suis mise en lumière, alors que c'est plutôt mon métier, c'est de mettre en lumière justement. Concrètement, je suis partie du constat, et je t'expliquerai peut-être plus tard pourquoi. Je suis partie du constat qu'il y avait plein de gens qui étaient souvent des gens qui travaillaient de leurs mains, ces fameux artisans d'art, ces métiers d'excellence. Eh bien, on en parle de plus en plus, mais on ne les connaît pas très bien. Et puis, c'est quand même des gens de l'ombre. Et je trouvais ça dommage, humainement, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui restent dans l'ombre au profit d'autres entités. Je trouvais ça dommage aussi d'un point de vue intellectuel, parce que c'est souvent plein de métiers, d'histoires qui sont vraiment intéressantes intellectuellement parlant. Et puis d'un point de vue émotionnel, je trouvais ça vraiment très 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 dommage parce que mais c'est un condensé d'émotions ces ateliers. Donc, pour répondre plus précisément à ta question, j'ai créé un métier qu'on pourrait appeler celui de passeur ou en tout cas révélateur de talent et puis de personnes. Je suis une personne qui fait le lien entre des gens qui ne seraient jamais amenés à se rencontrer. Donc, mon métier, c'est vraiment faire vivre des moments rares, des moments d'exception dans les coulisses, dans les ateliers du luxe et plus généralement du patrimoine. Alors, du patrimoine français, le patrimoine parisien, c'est un peu pompeux, mais en tout cas, tout ce qui fait le savoir-faire français. Et ce mot savoir-faire français, c'est très chic, on dit tout de suite bleu, blanc, rouge, etc. Mais c'est une réalité en fait qui est très très variée et puis qui est finalement sont des gens qui sont très simples et qui pourtant travaillent pour des. Leur métier, c'est vraiment travailler pour l'extraordinaire, c'est vraiment mettre des paillettes dans les yeux des gens. Donc moi, j'ouvre les portes d'ateliers tels que des plumassiers, des doreurs, des orfèvres, des lapidaires, des bottiers, des denteliers, des dentelières, des calligraphes aussi, enfin voilà. Tous ces métiers qu'on connaît de plus ou moins loin, mais on se demande comment au XXIe siècle, alors qu'à l'ère du digital, quelle est la raison d'être de ces métiers, de ces gens, et pourquoi finalement ils sont si importants, notamment pour l'industrie du luxe. Donc voilà, donc mon métier, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ces gens et de les faire découvrir à des gens qui sont plutôt des clients du luxe. Moi, je travaille quand même beaucoup avec des étrangers, mais aussi quelques Français. Euh, Imaginons, alors, c'est un peu cliché, mais la riche américaine qui peut s'acheter un très beau sac, une très très belle robe, elle peut se l'acheter de toute façon. Il se peut qu'elle achète un jour un sac de telle marque et puis un autre jour de telle autre marque. Mais si je l'emmène voir le tanneur ou la personne qui aura travaillé sur ce sac, même si elle n'a pas forcément cette culture, cette culture qu'on appelle ce savoir-faire français, bah finalement, ça fonctionne aussi parce qu'on est dans de l'émotion et son sac, elle ne le regardera plus de la même façon après. Donc, il va prendre de la valeur qui va bien au-delà de la valeur marchande. Et ça, c'est quand même très fort sur plein de plans, à la fois humainement, émotionnellement, c'est un mot que j'utilise souvent et on y reviendra sans doute. Et puis, bah, évidemment, pour les marques, là, pour le coup, c'est une opportunité de créer un marketing relationnel qui est très, très fort, bien plus puissant que les techniques classiques, en fait. Donc voilà, en quelques mots, à quoi ressemble mon quotidien.
que tu orchestres ça? Est-ce que c'est sous forme d'ateliers, de visites? Comment est-ce que tu fais ça? Alors, on va dire qu'il y a trois, mon offre, elle se décompose en trois déclinaisons. Euh, la, la principale, c'est ce qu'on appelle des rencontres dans les ateliers. Donc concrètement, je vais donner rendez-vous, alors rarement à l'adresse précise, parce que j'aime bien raconter plein d'histoires et donc j'aime bien qu'avant de rentrer dans l'atelier, on se pose des questions. Est-ce que ça va être là? Est-ce que ça va être cette porte-là? Et c'est quoi ce quartier? Enfin, donc en général, je donne rendez-vous à quelques mètres. Un petit groupe, hein, enfin, ça peut être juste un couple, 4 personnes. Enfin, on est rarement plus de 6, peut-être 8, mais il faut garder ce côté un peu exceptionnel, intimiste. Et puis là, on va aller rencontrer l'artisan qui sait qu'on va arriver. Je lui demande une chose très importante, je lui demande de surtout ne pas ranger son atelier. Souvent, les artisans me disent: «Oh là là, mais non, je ne peux pas recevoir et tout». Je dis: «Non, mais c'est très bien, je veux que ce soit dans son jus». Et, et de préférence, on essaye de faire ça plutôt sur des heures où lui-même ou s'il travaille à plusieurs, où ses artisans seront présents pour qu'on voit réellement les choses. Parfois, ça peut avoir lieu en soirée, mais en tout cas, je ferai vraiment en sorte que ce soit un atelier le plus vivant possible. Et donc là, dans l'atelier, alors pareil, souvent les artisans me disent: «Moi, je ne sais pas parler, qu'est-ce que je vais raconter?» Rien, la magie va opérer. Donc on arrive, je ferai juste un petit mot pour présenter les uns et les autres. Alors selon le type de personne, soit ça démarre tout de suite très vite, soit bon, chacun se jauge un petit peu. Donc là, pour le coup, comme les artisans, moi, je les ai toujours déjà rencontrés au préalable. Je sais quelles questions, quelles petites choses pourraient interpeller. Donc j'essaye de lancer comme ça. Et puis là, l'artisan est tellement content de parler de son savoir-faire, de sa passion, de son parcours, que la magie opère tout de suite parce que quel que soit le profil de l'artisan, parfois ce sont des autodidactes, parfois ce sont des gens qui sont très renfermés parce que c'est des métiers qui exercent en solitaire. Parfois au contraire, c'est des gens qui ont côtoyé plein de gens, même de grands artistes, etc. C'est très différent. Mais en fait, ils vont commencer à raconter quelque chose et moi, justement, je tire le fil pour qu'on puisse rebondir. Et puis, parfois, les participants le font eux-mêmes en posant la question, etc. Et ce à quoi j'accorde de l'importance aussi, c'est qu'on voit les matières. Alors, si on peut les toucher, c'est très bien, ce n'est pas toujours le cas. Évidemment, chez un lapidaire, on ne fait pas forcément passer tous les diamants, etc. Mais on peut quand même sentir, toucher. C'est souvent très sensuel, hein, très polysensoriel, tous ces ateliers. Et puis, quand on peut voir la matière se transformer, soit vraiment en in vivo, soit on nous montre les différentes étapes, bon, bah là, il se passe vraiment des choses intéressantes. Et donc, ça se passe vraiment de manière assez informelle. On n'est pas assis, ça n'est pas une visite guidée. Moi, je le précise toujours, moi, je ne suis pas guide conférencière, ce n'est pas du tout mon métier de ma formation, même si j'ai une vraie sensibilité et puis j'ai quand même développé une certaine culture pour tous ces métiers-là. Mais là, il s'agit vraiment c'est une rencontre. Et puis, selon le format, le temps qu'on a, le moment dans la journée, on peut prolonger en prenant un verre, etc. Mais comme c'est dans un atelier, même si c'est avec, je reprends cette riche américaine de tout à l'heure, même si c'est une riche américaine, eh bien, on n'aura pas forcément un plateau d'argent avec des frites, mais ce sera plutôt sur le coin de l'établi. On peut déguster un bon champagne, mais ce sera, voilà, c'est un moment de partage assez convivial. Donc ça, c'est vraiment le format principal. Voilà, c'est vraiment mon cœur de métier. Il y a un autre format qui est une déclinaison, qui est vraiment dans les salons des maisons de luxe. Donc là, ça peut être, il y a certaines maisons, que ce soit des maroquiniers, des joailliers, qui ont sur place leurs ateliers et qui, dans ce cas, qui ont soit sur place leurs ateliers, soit qui ont des salons où déjà ils peuvent nous montrer un certain nombre de choses. Donc là, c'est un petit peu différent parce que les choses seront un peu plus formatées. La maison nous reçoit, j'ai fait le lien, etc.
Mais on est reçu là pour le coup dans un salon très bien installé, etc. Et puis selon l'endroit, soit on va avoir des archives, soit on va avoir des produits, on va avoir l'histoire, etc. Donc un petit peu plus formaté, mais ça reste un moment très chouette aussi. Euh, donc voilà, donc ça c'est la deuxième déclinaison. Et puis la troisième, où je suis un peu plus partie prenante, là c'est au-delà en fait des métiers d'excellence et des métiers d'art, puisque c'est plutôt autour du patrimoine. Donc ça va être moi j'appelle ça des promenades découvertes. Encore une fois, c'est pas une visite guidée dans Paris, mais on va aller dans un endroit, dans un quartier. Alors, il y a l'une de mes promenades découvertes de prédilection, elle s'appelle Au Bonheur des Dames. Donc, c'est devant le Bon Marché, tout autour du Bon Marché. On va se promener, je vais lire quelques extraits du roman, je vais raconter des choses autour du Bon Marché, puis dans le Bon Marché. Et cette promenade, j'ai pu la concevoir parce que j'ai eu la chance d'aller dans les greniers du Bon Marché, récupérer plein de choses. Puis je me suis documentée aussi. Donc c'est pas une visite guidée classique dans le sens où, bien sûr que je vais lancer quelques dates et que tout ce que j'avance, ce sont des informations qui sont justes, mais je ne m'interdis pas quelques digressions. Tiens, vous savez pourquoi la rue s'appelle la rue Velpeau, pourquoi rue du Bac, etc. Et puis selon le profil des gens, qui peuvent être là d'ailleurs un peu plus nombreux, on peut être 10, 12, bon, bah, je vais m'adapter. J'ai déjà eu des lycéennes qui avaient fait un petit truc entre filles. Bon, bah, voilà, on s'adapte. Les étrangers, bon, bah, on ne raconte pas la même chose. Mais voilà. Donc, 3 déclinaisons. Donc, vraiment dans les ateliers, dans les salons du luxe, et puis autour de Paris, avec toujours en filigrane des petites histoires secrètes. Voilà. Voilà ce qu'on fait chez Opicine. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à faire ça en fait? D'où tu es Alors, partie et comment tu as... Parce que je pense que tu as switché à un moment. Enfin, il y a ouais. quelque chose qui s'est passé. Ouais, carrément. Alors, je peux en parler maintenant que j'ai un petit peu plus de recul, mais ça s'est fait. Il y a un certain nombre de choses qui se sont faites sans que je m'en rende vraiment compte. Une chose est certaine, c'est que moi, j'ai un parcours marketing très classique. Voilà, et j'ai passé de belles années dans des grands groupes marketing. Mais mon expérience vraiment déterminante, ça a été dans le groupe Chantel, un grand groupe de lingerie avec vraiment de très belles marques où là, j'ai un poste au marketing très classique, mais il y avait quand même une dimension création assez forte, puisque ce groupe fabrique quand même un certain nombre de produits en France. Et c'est quand même un groupe qui a des marques qui sont des marques de corsetterie et aussi des marques très haut de gamme. Je pense à la marque Chantal Thomas, par exemple. Et moi, j'aimais beaucoup aller dans les usines, dans les ateliers, voir les stylistes, les modélistes, les matières, etc. Je me suis dit qu'en fait, c'est ça qui m'intéressait. Puis, avec le temps, avec mon évolution personnelle, etc., je me dis, bon, bah, le marketing, c'était bien. Mais je posais la question de savoir si au printemps-été prochain, il allait falloir lancer un soutien-gorge en rose ou en fuchsia. Ça allait bien un temps, mais ça ne me suffisait plus. Donc j'ai voulu me pencher en fait sur ce que sur ce qu'on appelle les petites mains. Ce que je trouve très attachant d'ailleurs comme expression. Parfois on pourrait penser que c'est dégradant. Moi je trouve que bon, les petites mains, voilà, c'est ces petites fourmis là qui travaillent justement dans l'ombre. Et donc déjà j'avais été sensibilisée par ce que j'avais vu chez Chantel. Et j'ai commencé à essayer d'aller à la rencontre de ces artisans. Mais comme il n'existait pas de gens qui faisaient ce que je fais aujourd'hui, bah, je n'avais pas d'autre choix que de décrocher mon téléphone. Et ce que j'ai fait, c'est que, enfin, je l'ai fait avec beaucoup de simplicité, c'est que je disais, ben voilà, moi je suis passionnée par vos métiers, j'aimerais bien les connaître mieux. Est-ce que vous voulez bien me recevoir? J'avais rien à vendre et je n'étais pas une étudiante qui avait besoin de faire un mémoire ou un truc. C'était vraiment totalement gratuit. Et en fait, je crois que ça m'a pas mal aidée, puisque bah, enfin, je pense que quand même, la plupart des gens, quand on s'intéresse un peu à eux, ils sont contents. Enfin, voilà. Et donc, j'ai été reçue dans beaucoup, beaucoup d'ateliers. Et je pense que ce qui a bien fonctionné aussi, là où j'ai gagné leur confiance, parce que parfois ils sont quand même un peu méfiants, ce qu'on peut comprendre, c'est que parce que j'avais quand même cette sensibilité-là, vraiment, ça me parle beaucoup. Et puis aussi parce que, bah, à travers mes lectures, ma curiosité, j'arrivais quand même toujours à poser la petite question.
«Ah bon, vous savez ça? Mais comment vous savez ça?» Et bah, du coup, j'étais pas non plus qu'une fille qui venait de nulle part. Tiens, bah, quand même, elle s'intéresse vraiment à ce qu'on fait. Donc ça, c'était important et ça, je m'en suis rendu compte après parce que du coup, hem, certains d'ailleurs me l'ont dit, certains artisans me disent: «Mais vous savez, nous, on n'est pas dans un zoo, hein, quand on est ici». C'est l'expression qu'ils employaient, c'est, «Nous, on fait pas des visites guidées et cetera». Et effectivement, moi, je leur avais dit: «Mais moi, je suis juste, passionnée par ce que vous faites. J'ai pas, en tout cas, je crois pas avoir cette compétence-là et c'est pas ma vocation de devenir moi-même un jour, plumassière et cetera». Il y a des gens qui se reconvertissent, ça aurait pu être, ma destinée, mais je crois pas que ce soit le cas. Mais en revanche, moi, j'aime bien, j'ai envie de faire parler de vous et en fait, j'ai réussi à me constituer un vivier vraiment important d'artisans. Aujourd'hui, voilà, ça va faire maintenant, fait, 6 ans que je passe du temps dans les ateliers, j'ai un vivier d'une centaine d'artisans et du coup, c'est bien plus facile pour moi quand je les contacte de dire: «Bah, voilà, bonjour, j'aimerais venir avec quelques personnes, est-ce qu'on peut venir?» Ils me connaissent, ils savent ce que j'attends, enfin, ils savent aussi que je vais être très, respectueuse de leur temps. Ça, c'est vraiment une question clé, hein, pour eux, le temps. Parce que pour eux, le temps, c'est la création. Donc, si on rogne sur leur temps, ils peuvent plus créer, ils peuvent plus être inspirés, et cetera. Donc ça, ils savent que je fais vraiment attention à ça et que je suis aussi très, ils me l'ont dit, donc c'est pour ça que je peux en parler, mais comment dire? Très attentionnés, à leurs objets. Enfin, parfois, un prototype qui ne ressemble pas à grand chose, bon, voilà. Je sais que ça ressemble peut-être à rien pour l'instant, mais pour eux, c'est peut-être des heures d'essai et cetera et je serai toujours assez vigilante. Les gens que je vais emmener chez eux, ce sont des gens, enfin, je me porte garante, en fait, du fait que, les gens qui vont venir chez eux, ce sont des gens qui, sont à minima respectueux et dans la plupart des cas très intéressés et voilà, j'essaye de faire en sorte qu'on ne déborde pas, qu'on n'empiète pas sur leur temps parce que ces artisans-là, eux, ils ne vendront rien à l'issue de la rencontre. Hein, donc, autant quand on va dans une grande maison de luxe, on pourrait se dire que bah, si le moment s'est bien passé, ça donnera peut-être envie à monsieur ou madame d'acheter une très belle montre, un très beau bijou. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais chez les artisans, on ne ressort pas en achetant des plumes, quoi. Enfin, donc, c'est vraiment du temps offert. Donc, voilà. L'intérêt pour eux, c'est quand même de sortir un peu de l'ombre. Et puis bon, après, voilà, moi, il y a quand même un good deal entre eux et moi. Mais voilà, en tout cas, comment j'en suis arrivée à aller dans les ateliers. Et aujourd'hui, quand je, quand je parle de ce que je fais, quand je vends mon activité, en fait, ce qui me semble être intéressant pour les gens qui font appel à moi, ça peut être des entreprises, etc., c'est que la partie marketing, je la connais. Je sais tout ce qui peut être intéressant dans le marketing, mais je sais aussi que le marketing ne fait pas tout, et c'est très bien comme ça. Et, et en fait, moi, ma valeur ajoutée, elle est de raconter une histoire autour d'un métier, en fait. On va pas, je ne dis pas, on va demain visiter, apprendre ce que c'est que la plumasserie. Mais c'est, bah, soit je propose un parcours sensoriel. Si on va chez un joaillier, je ne vais pas dire, bon, on va découvrir les pierres, mais ça va être, bah tiens, j'ai eu une fois un club de jardiniers anglais, truc un peu improbable. Et bien, on était allé chez un joaillier et on avait fait un parcours, uniquement autour des fleurs dans la joaillerie. Donc voilà, ce que j'aime bien, c'est essayer de vraiment proposer du sur mesure, heu, aux personnes que je vais emmener dans ces ateliers et voilà, pour les mettre en Tu as un petit peu commencé à parler de ce vers quoi je voulais t'emmener, qui était justement de nous parler de cas concrets de gens que tu as pu accompagner pour rencontrer des artisans, mais aussi voir le lien entre vraiment le commanditaire, quand tu travailles notamment avec une marque, entre le commanditaire, l'artisan, le client, ou en tout cas la personne qui est reçue. Est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer un petit peu un événement comme ça qui est arrivé? oui. Alors, par exemple, je pense à une maison de champagne
qui a créé un club ultra select en vendant que ces millésimes ultra haut de gamme qu'on ne peut pas trouver comme ça dans le commerce. Et ceux qui font partie de ce club, non seulement ils vont pouvoir acquérir ces grands millésimes, mais pour les fidéliser, les récompenser, on va aussi leur proposer un certain nombre d'événements. Alors, quand on est une grande maison de champagne, ça serait facile de se dire, bon, bah, alors on va aller visiter les caves, etc. Là, on n'a pas besoin de moi, ils savent faire ça très bien, et voilà. En revanche, ça peut être intéressant pour ces maisons, et d'ailleurs, cette maison-là, en l'occurrence, ça fait appel à moi pour ça, d'aller un petit peu plus loin et d'aller justement vers d'autres métiers, d'autres artisanats pour faire des passerelles. L'objectif étant pour cette maison, cette marque, de créer du lien. Et donc, pour cette maison, je fais un certain nombre d'expériences, mais il y a une expérience qu'on a faite chez un bottier. Alors, on pourrait se dire, quel est le rapport entre la maroquinerie et puis le champagne? C'est là justement où il a fallu être un petit peu créatif et essayer de raconter une histoire. Et donc, en discutant avec la maison de champagne, trois grands millésimes qu'il voulait mettre en avant, il m'avait parlé beaucoup de couleurs, il m'avait parlé d'évolution, etc. Et finalement, chez un bottier, on a ça, on parle de patine, on parle il y a un côté sensuel, il y a un rapport à la matière qui évolue avec le temps, il y a aussi des odeurs, etc. Et donc, très concrètement, donc c'est un petit groupe chez un petit bottier, parce que les artisans, c'est toujours très exigu, mais c'est bien, moi, je trouve que ça crée de la proximité. Ce qui pose des problèmes, là, justement, par les temps qui courent, il va falloir se réadapter un peu, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, en fait, on a créé une petite soirée. Alors, c'est pas de l'événementiel pur et dur, parce que voilà, on est 10 personnes chez un bottier, très exigu, mal rangé, etc. Mais c'est ça qui me plaît. Et le bottier a raconté son métier. On a proposé évidemment quelques dégustations de champagne. Ça aurait été dommage de ne pas le faire. On a fait des passerelles. Et puis, avec le temps, les langues se sont déliées. Et les gens sont repartis en disant, voilà, j'ai vécu un événement super chouette. Je suis contente de faire partie de ce club, etc. Donc clairement, l'intérêt, on le voit, l'intérêt pour la marque, on le voit, c'est de fédérer autour du club qu'ils ont créé, de créer un attachement à la marque, tout en sortant un petit peu du champagne. Je pense que c'est assez malin parce que ça permet aussi de se distinguer des autres maisons. Donc, et pour le bottier, l'intérêt, c'est quoi? C'est que ces gens qui aujourd'hui font partie d'un club ultra select, pour le coup, là, je contredis un peu par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais chez ce bottier-là, on peut acheter des produits. Donc là, c'était aussi d'être mise en lumière et même d'aller plus loin, éventuellement de faire des ventes. Mais quand bien même il y aurait pas, ce bottier n'aurait rien vendu, c'était quand même intéressant parce que c'est des publics et des mondes qui sont amenés à se rencontrer. Ça, c'est chouette. Donc ça, c'est un cas d'école qui fonctionne bien. Ce qui fait que tu disais justement la fidélité, c'est que les gens qui ont participé à ce moment d'exception sont beaucoup plus enclins finalement pour continuer de non seulement adhérer finalement à ce club lié à la marque, mais potentiellement aussi de pouvoir en parler, de vraiment actionner le bouche à oreille pour pouvoir entre guillemets recruter des gens pour venir aussi dans ce cercle, l'agrandir, continuer de découvrir ces millésimes. Exactement. Exactement. Et sans que ce soit l'artillerie lourde marketing, etc. Voilà, en tout cas, c'est un petit peu plus fin et puis plus ciblé. Donc, c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant. Et ça fonctionne. Alors là, on pourrait se dire, oui, bon, d'accord, le champagne, le cuir, c'est évident. Mais ça m'arrive de travailler aussi, par exemple, avec des grandes banques qui ont des cartes ultra select, voilà, et c'est intéressant. Alors, je pourrais proposer, enfin non, je pourrais pas, mais en tout cas, ces cartes-là pourraient proposer des choses sur des jets privés, des trucs. C'est pas mon truc à moi. Mais en revanche, proposer une soirée chez un dentelier, par exemple, ou une dentelière, ça peut paraître un peu surprenant. Et puis, finalement, ça fonctionne très bien parce que c'est un moment quand même d'exception, mais autre chose, un autre type d'exception. Donc ça, moi, j'aime bien justement un petit peu bousculer les gens et
c'est bien aussi de faire des choses qui en fait, c'est vrai que mes clients, alors ce sont les marques, mais en tout cas les participants plutôt, ce sont des gens qui ont souvent un pouvoir d'achat élevé. Mais juste moi, ce que j'aime bien, c'est leur proposer des choses qui sont un peu différentes. Ils ont de l'argent, ils ont les moyens. Enfin, aujourd'hui, quand on a Internet, l'information, c'est la trouver. Donc, on pourrait se dire qu'ils ont quand même beaucoup de facilité pour faire des choses extraordinaires. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que justement, aller dans l'atelier d'un brodeur ou d'un plumassier, sur Google, on aura du mal à trouver et puis, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on va pouvoir rentrer dans cet atelier-là. Donc moi, j'aime bien prendre le contre-pied, heu et de voir que finalement ça fonctionne. Voilà. Il y a une chose que tu as aussi effleurée et c'est vrai que c'est pas drôle, mais c'est une réalité. C'est vrai on vient de passer une période un peu particulière. On est quand même dans un secteur qui est touché, sachant que bah, il y a des choses qui vont pouvoir se rouvrir plutôt vers la fin de l'année, si tout va bien. Enfin, comment est-ce que aujourd'hui tu peux appréhender ça? Est-ce qu'il y a des choses qui, dans ta façon de travailler, qui se digitalisent? Ou au contraire, non? Est-ce il y a d'autres solutions? Et peut-être, c'est plusieurs questions en une, mais comment, avec des marques, justement, vous faites pour continuer de garder ce lien avec des clients malgré une situation difficile? Alors, bah, c'est vraiment ouais, la question d'actualité. Pour être tout à fait, transparente, moi, début mars, avant même le confinement, j'attendais pour le mois d'avril, enfin sur la période avril-juin, j'attendais des Américains, des Chinois, des Coréens. Donc avant même le confinement, tout ce petit monde-là m'avait dit: «Bah non, on ne viendra pas». Donc j'ai fait le dos rond, de mars à avril, parce que j'étais un peu sonnée et que, je voyais des gens qui continuaient à communiquer beaucoup, beaucoup. Bon, moi, j'ai jamais beaucoup communiqué. Je communique, mais pas de façon dingue. Hem et en fait, moi, j'ai pas communiqué parce que, d'abord, j'avais trop d'incertitudes et puis, il y a 2 choses. Je me disais, j'avais pour projet de lancer une newsletter au mois de mai et cetera. Mais est-ce que ça a du sens de lancer ça maintenant alors que même si les choses s'arrangent, les gens vont pas être dans cet état d'esprit-là? Donc est-ce que je grille pas une cartouche? C'est très pragmatique. Donc j'ai décidé de ne pas lancer et puis, même si moi je trouve qu'il y a du sens dans ce que je fais, qu'humainement il y a des choses qui me semblent assez positives, et cetera. Je me disais, enfin, ça me gênait en fait de, proposer, des choses qui, ne sont pas de première nécessité. On a beaucoup parlé de première nécessité. Le fait est que c'est pas de première nécessité, même si d'un point de vue philosophique, on pourrait discuter de tout ça, mais bon. Heu et je me suis dit: «Bah, je trouve que c'est pas le moment de proposer des trucs de rêve et cetera», voilà. Même si on pourrait dire: «Bah si, justement, on a besoin de rêve». Donc je me suis dit j'ai vraiment, je me suis mise en retrait et puis, un petit travail aussi sur moi en disant: «Ouais, la vie reprend, il faut se reprendre». Et puis quand même mes partenaires en fait, on s'est recontactés. Quand je dis on s'est recontactés, c'est pas forcément moi, hein, ça dépend des fois, il y a des fois c'est moi qui décrochais mon téléphone, mais eux m'ont appelé aussi. Donc ça c'était assez, gratifiant pour moi parce que je me suis dit que, bah, ce que je faisais, ça avait quand même, ils avaient besoin de moi et on a vraiment échangé. On était vraiment dans une relation de partenaire. Je pense à un grand chapelier dont la clientèle est majoritairement asiatique, elle me disait: «Bah, effectivement, tout s'est stoppé, mais au contraire, on va avoir besoin de faire encore plus de choses et cetera». Ça, c'est ce que les maisons m'ont beaucoup dit, et puis les marques aussi. Alors ça, c'était plutôt chouette pour moi parce que je me suis dit: «Bah, ils ont encore plus besoin de moi». Pas tout de suite, mais ils ont encore plus besoin de moi et des choses qui s'étaient annulées, finalement sont en train de se reporter. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc on attend tous que, on puisse revoyager, facilement. Donc je pense quand même que les choses vont commencer à refrémir en septembre et puis, clairement, là, l'année 2020, elle est un peu cuite, hein, mais on peut espérer qu'en 2021, les choses reprennent, bien. Donc ça, c'est la première chose et puis la seconde, c'est vrai que j'avais pas vraiment envisagé que mon activité puisse être digitalisable et pourtant, j'ai, 2 partenaires, en fait, qui, m'ont contactée qui eux, font venir des étrangers,
pour faire découvrir l'art de vivre à la française, etc. Et pour la partie justement luxe et création, ils font appel à moi. Donc j'ai déjà travaillé avec eux sur des schémas assez classiques comme ceux que je t'ai décrits. Et en fait, le premier m'a dit, bah, moi j'aimerais bien que vous nous proposiez des choses en, en virtuel pour qu'on puisse garder un lien avec nos propres clients et puis leur donner envie vraiment de venir quand ils vont venir, quand ils vont pouvoir. Et du coup, il a fallu que je sois un petit peu créative pour réadapter mes formats, mais j'ai proposé 3 types de formats virtuels. Donc le premier, c'était, c'est un city tour en fait, mais virtuel. Donc c'est faire son marché comme une Parisienne. Bah, bon, il n'y a pas le bruit et les odeurs, mais j'avais quand même un certain nombre de photos, etc. Et donc j'explique, voilà, qu'est-ce que on m'avait demandé, oui, le petit déjeuner à la française, c'est comment, etc. Donc ça, c'était des petits formats courts. Et puis, j'ai fait aussi des interviews live avec des artisans, pour le coup, ceux avec lesquels j'ai vraiment le plus de proximité. Où là, on a fait ce qu'on est en train de faire là, en faisant venir un chapelier, etc. Et moi, bah, je faisais, comme je fais d'habitude, une mise en lumière, mais digitale. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis troisième format qu'on m'a suggéré, mais qui a fonctionné, c'était plus un live où en fait, là, j'ai les gens qui m'ont posé plein de questions sur mais c'est quoi l'élégance parisienne, pourquoi alors j'avais fait tout un thème, mais parce qu'on m'avait demandé que le profil s'y prêtait bien, c'était l'importance de la littérature et des livres dans la vie des Français et notamment des Parisiens. Parce que en fait, des Américains qui m'avaient dit mais bizarre, en France, des fois, on s'offre des livres. Quand on va dîner, on offre des livres. Euh, j'ai brodé là-dessus et avec grand plaisir parce que c'est une grande passion. Et, euh, et justement, d'ailleurs, par ricochet, j'en ai fait assez peu, mais je vais essayer de le faire un peu plus souvent. Je me suis mise à faire des lectures sur Instagram de passages de la littérature française qui mettent en lumière certains métiers d'art. Par exemple, à rebours de Huysmans, il y a de très beaux passages sur les pierres, les lapidaires, etc. Il y a d'autres livres aussi sur les denteliers, etc. Donc j'ai fait quelques lectures comme ça m'a bien amusé. Alors, c'est un petit truc en plus, mais du coup, finalement, alors j'aurais pas dit ça il y a 2 mois, mais cette crise, bon, elle est en train de passer, on est dedans, et clairement, voilà, 2020, ça sera une mauvaise année, ça c'est sûr. Mais, mais en fait, je ne me dis pas que mon activité va s'arrêter à cause de ça, et elle va peut-être même évoluer. Donc, pour l'instant, je suis plutôt confiante. Voilà. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que à Paris, les grandes maisons, elles ont besoin de refaire venir du monde. Hein. Le contexte a quand même été difficile en 2020 entre les grèves, les problèmes sociaux, maintenant, voilà, la crise sanitaire. Il va falloir que les gens, on parle du syndrome de la cabane, il va falloir vraiment qu'ils sortent de leur cabane et puis qu'ils reprennent vie. Donc, peut-être qu'il faut les aider un petit peu et puis les mettre en confiance. Alors, c'est vrai que ça nécessite, et puis je terminerai sur ce passage-là, mais moi qui prône une relation intimiste, très conviviale, bon, c'est sûr que il y a certains artisans, je ne dis pas que je vais les laisser tomber, mais c'est peut-être pas ceux que je vais proposer tout de suite en septembre. Il faut que les gens reprennent confiance parce que leur atelier est tellement exigu qu'on serait vraiment trop à touche-touche. Même, je suis même pas sûre d'avoir l'autorisation de faire quelque chose dans ces endroits-là. Mais bon, il y a quand même d'autres endroits où on peut. Et moi, j'ai de la chance. On est quand même sur des petits comités, donc on est moins de 10 personnes. Donc, a priori, ça doit fonctionner. Donc, voilà. Finalement, c'est chouette parce qu'il y a une chose que tu as dit 2020 sera une mauvaise année. Alors, effectivement, si on regarde du point de vue financier, ça sera une mauvaise année. Mais si on regarde le côté à moitié plein du verre, ça a été aussi une année qui était extrêmement stimulante ou challengeante pour rebondir. Et il y a effectivement des gens qui ne s'en remettent pas et qui prennent la vague en pleine face et qui n'y arrivent pas. Et d'autres qui arrivent à un moment à avoir comme une espèce de planche, de surf et de se dire, OK, ben, je ne veux pas me prendre la vague, mais je vais essayer de composer avec pour toujours rester debout. Donc, je Ouais. trouve que
C'est beau et puis bah, c'est clairement dans le thème aussi, même quand on voit pour le salon du luxe où là on voit que le thème c'est la résilience, on est clairement dedans et c'est vraiment chouette parce que c'est vraiment tout ce qui est mis en avant dans ton discours. Et je pense que c'est aussi ce que tu as fait paraître, c'était vraiment aussi la prise de conscience, justement de se dire, mais c'est quoi cette quête du sens en fait? Parce que là au début tu disais, mais ce que je fais, ça n'est pas forcément utile, c'est pas la première nécessité. Sauf que malgré tout, une fois qu'on a retiré le premier socle de la pyramide de Maslow avec travailler, manger, boire, dormir, bon, bah, moralement, on a besoin de ça, on a besoin de liens. Et ce qui était fort aussi dans ce que tu disais, c'était aussi d'interpeller des marques qui jusqu'ici avaient peut-être une façon d'avoir un marketing euh, particulier, on va dire, et enfin, qui était très commercial. Et finalement, dans la démarche que tu as aussi, tu as parlé de ce marketing relationnel. Et c'était beau aussi parce que ça prenait vraiment aussi en compte le client et ça le mettait plus au cœur finalement de l'action. Mmh. Non, mais enfin, oui, je te rejoins. C'est exactement ce que j'ai eu l'impression de faire. C'était de surfer sur la vague. J'aurais pu être engloutie et j'ai surfé. J'ai même fait quelque chose de très pragmatique, mais voilà, je me suis dit, il y a des gens que je contactais régulièrement, comme on le fait tous quand on est entrepreneur, soit des prospects, soit des partenaires. Ça tombait toujours à plat. Alors, on ne me disait pas que ça n'intéressait pas, mais je ne pas forcément un bon moment. Enfin bon. Et je me suis dit, mais finalement, là, on est quand même tous à peu près chez nous. Il y a certainement des gens qui ont été débordés dans leur activité professionnelle, mais je ne pense pas que ce soit la majorité, en tout cas dans des professions qui pourraient être assimilées enfin, de mon secteur, en fait. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est peut-être le moment de les recontacter parce que les gens, ils ont plus de temps. Ils sont tout le temps sur leur ordinateur, mais vraiment tout le temps. Et ils ne sont pas englués dans le quotidien, etc. Et je me suis dit, bah, j'essaye. Et effectivement, c'est assez marrant parce que c'est vraiment, pour le coup, ça serait intéressant pour ceux qui s'intéressent aux ressources humaines, à la psychologie humaine. J'ai eu des retours positifs alors que ces gens-là, j'essayais de les contacter, de les accrocher depuis plusieurs années. Alors, je ne les appelais pas tous les mois comme ma nature, de faire comme ça. Et il y a même des choses qui sont en train de se concrétiser. Donc, parce que je pense que on a tous un petit peu changé notre façon de travailler, notre prisme. Et, en fait, ça, c'est plutôt chouette. Et effectivement, les offres que j'ai développées là en virtuel, je pense qu'il y a des choses que je vais garder parce que ça peut être intéressant ou complémentaire. Donc, ouais, c'est intéressant. Dans 1 ou 2 ans, on regardera les choses avec plus de recul, mais finalement, il s'est passé des choses qui étaient intéressantes. En tout cas, bah, déjà, merci de nous avoir ouvert finalement ton atelier de coulisses et Opissime. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ce qu'on peut me souhaiter, bah, on va être très concret, c'est d'avoir des clients, donc qui reviennent vite, 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 et puis que les maisons avec lesquelles je travaille continuent à me faire confiance et qu'on soit. J'espère vraiment que la période difficile qu'on a traversée va vraiment nous recentrer vers un besoin de sens. On ne fait pas de l'angélisme, hein, les maisons ont besoin de vendre, etc. Donc, très bien, mais de vendre en y mettant un peu plus de sens et de cœur. Donc ça, ce serait chouette. Et puis, en fait, d'être débordé, ce serait pas mal. Hein, ça serait bien que dans 1 an, je te dise, j'en peux plus, il faut que je recrute. J'en suis pas encore là. Mais non, mais voilà. Et puis, de ne pas perdre, mais ça, quand je dis ça, je sais que ça n'arrivera pas, mais de garder cette flamme parce que voilà, je suis vraiment. En fait, ça me fait du bien d'aller dans ces ateliers, etc. Et même les fois où c'est un peu plus difficile, parce que bah, je vis la vie d'un entrepreneur avec ses hauts et puis ses bas, ses difficultés, etc. Mais une chose est sûre, c'est que quand je me lève le matin, je sais que je vais passer une bonne journée parce que je vais apprendre des choses, rencontrer des gens. Et ça, c'est quand même chouette.
Merci Françoise. On va retrouver toutes tes infos juste après sur la slide de fin. Merci beaucoup de nous avoir accueillis vraiment chez toi, dans ton intérieur, dans tes coulisses. Et écoute, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci beaucoup à toi, c'était vraiment un plaisir de parler de tout ça. Merci.